Patrick Blanc est un scientifique laboureur. Il n'y a pas que les scientifiques d'un côté et les laboureurs de l'autre. Il y a parfois des scientifiques laboureurs, puisque en tant que botaniste tropicaliste, qui plus est, Patrick Blanc laboure les terres de notre Terre, de notre planète, en allant dans différents pays, regarder ce que la nature et les petits êtres végétaux font, défont, refont. C'est de ça que vous allez parler, je crois. Et je crois que vous allez en plus être heureux parce que, justement, vous me disiez dans le train où nous nous sommes rencontrés en venant que, en commençant la résilience, je parlais de Boris Cyrulnik et de la conception de la résilience de Boris Cyrulnik en disant c'est Monsieur Résilience. Mais comment ça? Mais pas du tout. La résilience, ça vient des sciences naturelles, ça vient de l'agriculture, ça vient de la terre, ça vient des sciences et de la physique. Donc on va y revenir, comme il l'a dit d'ailleurs, vous voyez, il l'a reconnu lui-même, Boris Cyrulnik. On va y revenir avec vous. C'est à vous pour une heure. Bon, écoutez, merci. Ça va, vous m'entendez? Bon, donc là, on a une très belle leçon de, je ne sais pas si je peux dire de philosophie, peu importe, sur le cher Homo sapiens auquel on appartient. Quand je dis cher, c'est tout à fait ironique, hein, parce que c'est, je pense, à peu près une des pires choses qui soit apparues sur Terre. Sapiens veut dire sage. Hein, c'est quand même, on a un nom d'espèce qui est quand même assez aberrant, puisque d'après ce qu'on sait, il y avait beaucoup d'autres homos, d'autres espèces, pas seulement Néandertal en Europe de l'Ouest, mais d'autres espèces ailleurs. Et on a été tellement efficace dans l'agressivité qu'on a éliminé toutes les autres espèces, non seulement pas mal de bestioles, mais les autres espèces d'homo. Donc on n'était pas du tout forcément les plus intelligents, mais de façon certaine les plus agressifs et les plus efficaces pour éliminer les autres, ce qu'on a parfaitement réussi, puisque depuis à peu près 300 000 ans, il ne reste plus que Homo sapiens sous ses différentes formes sur Terre. Donc là, voilà, on a vu finalement des choses assez optimiste quant à notre espèce. Je suis loin de partager tout ça, mais bon, c'est un peu une autre histoire. Chacun peut voir le monde, l'évolution du monde occidental, hein, parce que là, quand même, ce qu'on a vu, c'est avant tout l'évolution. Ça concernait essentiellement le monde occidental, hein, beaucoup plus que les mondes asiatiques, africains ou les autres civilisations qu'il y a eu un petit peu partout dans le monde. Là, donc, on a vu des choses qui racontaient un petit peu avant tout notre civilisation occidentale. Bon, c'est une chose. Moi, je connais peu notre espèce, ce qui est une bonne chose. Je connais un peu mieux les plantes que notre espèce, bien que je sois très sensible à l'art, à certaines formes d'art. J'ai toujours adoré Édith Piaf. Quand j'étais gosse à 9 ans, j'ai traîné mes parents à 9 ans pour aller la voir sur scène à l'Olympia. Bon, donc ça veut dire que j'ai été sensible à d'autres choses que aux plantes ou aux aquariums, donc sensible à certaines émanations de notre espèce humaine. C'est une chose, mais donc quand on est sur le thème de la résilience, donc moi en tant que botaniste et tropicaliste, donc ça fait 40 ans à peu près, hein, que je travaille depuis surtout les aspects des conditions de vie en sous-bois m'ont intéressé surtout depuis vers 83, donc ça fait vraiment 40 ans. Puisqu'avant, ma première thèse de troisième cycle, c'était sur les modes de croissance des aracées. Après, j'ai travaillé sur la famille du poivre pour m'apercevoir qu'au bout du compte, ce qui m'intéressait dans ces plantes-là, plus que leur mode de croissance intrinsèque, c'était surtout de comprendre dans quel milieu elles vivaient et pourquoi elles présentaient tous ces modes de croissance que j'avais largement disséqués au microscope pour en comprendre l'intimité des premiers stades. Et j'ai compris que finalement, ce qui m'intéressait chez ces aracées, ces pipéracées, c'était le milieu dans lequel elles vivaient. Donc,
ce milieu qui était le sous-bois des forêts tropicales, qui reçoit en moyenne seulement 1% de lumière. Donc vous voyez, il m'a fallu la première thèse, puis d'autres travaux, on va dire entre 76 et 83, ce qui n'est pas très long, mais pour me rendre compte que finalement, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de comprendre un peu quelle était une des plantes les plus anciennes là, que vous voyez. Là, c'est un chloranthus, c'est juste une parenthèse, qui reste encore vivante, donc qui a réussi à passer à travers toutes les fluctuations climatiques depuis, puisque les restes de Chloranthacées, ce sont les angiospermes les plus anciennes qu'on retrouve, autant sous forme de fleurs, de restes de fleurs, que d'épidermes ou de pollen. Et ça, depuis le Barémien, depuis 115, 120 millions d'années, donc depuis le début du Crétacé. C'est apparemment une famille de plantes qui n'a quasiment pas bougé depuis donc, vous voyez, quand même, depuis plus de 100 millions d'années. C'est les seuls, les Chloranthacées, dont on est à peu près sûr que ce sont à peu de choses près les mêmes. Et les 3 genres actuels se retrouvent, Chloranthus sarcandra, Ediosmum et Ascarina, 4 en fait. On retrouve les traces quasi identiques, donc il y a, je vous dis, 115, 120 millions d'années. Bon voilà, c'était juste quand je voyais l'image, juste pour montrer qu'il y a donc des groupes qui savent rester à peu près, puisque bien sûr on ne connaît pas leur intimité ni les milieux qu'elles occupaient dans la totalité, mais en gros à peu près identiques depuis, non pas l'apparition des angiospermes, parce que ça reste toujours un peu mystérieux, les premières traces donc datent du début du Crétacé, mais on estime d'après les analyses moléculaires qu'elles remonteraient beaucoup plus loin au Trias, c'est-à-dire à 200 ou même plus de 200 millions d'années. Mais pour l'instant, ce sont quand même des spéculations, puisqu'il n'y a pas de traces de ces premières angiospermes supposées. Donc, vivre, c'est quand même avant tout être résilient, parce que vous doutez que ces Chloranthacées, si elles sont à peu près identiques aujourd'hui, depuis 100 millions d'années, elles ont dû faire face à énormément de bouleversements. C'est bouleversements climatiques, évidemment, les modifications, les dérives de continents, etc. Enfin, donc, toutes ces choses auxquelles elles ont été amenées forcément à faire face pour être toujours là, vivantes aujourd'hui. Donc, avant tout, il faut savoir que vivre, même pour nous, dans une mesure, comme c'est exposé tout à l'heure, suivant les périodes qu'il y a guerre, virus ou pas, etc., ou être martyrisé par les parents ou par d'autres sources, il y a la résilience, donc c'est, comme c'était très bien présenté d'ailleurs, non seulement la façon de revenir à un état initial, mais aussi, et on pourrait dire et surtout, venir à un état nouveau par rapport à ce qu'était l'état ancien avant le traumatisme. Alors, après, le problème, puisque la résilience se définit par les traumatismes. Alors, parler de traumatisme, c'est bien, mais quelle échelle de temps donner à un traumatisme? Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui boit sa bière à un bar et qui se fait fusiller par un terroriste qui passe, là, qui n'est pas entièrement mort, s'il a la chance d'être résilient, c'est qu'il n'est pas entièrement, ou qu'elle n'est pas entièrement morte, là, on est sur un phénomène qui se passe en quelques fractions de secondes. Quand vous avez, c'est plus souvent des dames, mais pas que les dames, les messieurs, ça leur arrive aussi d'être harcelés pendant des mois ou des années par la personne jusqu'à complètement vous faire dégringoler. Là, on est donc sur des phénomènes qui se passent sur des périodes de temps très longues. Donc, la notion de traumatisme n'est pas simple du tout à évaluer. Là, ne parlons pas des fluctuations climatiques qui se passent sur des périodes de durée extrêmement variables. Donc, déjà, cette notion de traumatisme par rapport à l'échelle de temps est évidemment assez ambigu, et très difficile, impossible à définir, puisqu'il y a donc toutes les possibilités différentes. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse
actuellement depuis une vingtaine d'années à toutes ces histoires de résilience, qui a été au départ définie en physique, sur la résistance de matériaux jusqu'à la cassure. Donc au départ, on n'est pas trop sur les problèmes de reconstruction. Après, ça a été récupéré donc, en sociologie, etc. etc. Mais moi, par rapport aux plantes que j'étudie depuis si longtemps, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement, un peu en fonction de ces différentes échelles de temps, comment les plantes réagissent et comment éventuellement ça leur permet d'inventer ou de créer des nouvelles situations, de nouveaux milieux à exploiter. Bon, je vous parlerai évidemment d'exemples. Par exemple, on parle de traumatisme rapide. Par exemple, quand donc, vous êtes une plante de sous-bois assez petite, il ne faut pas oublier qu'être une plante de sous-bois, c'est quand même des conditions de vie assez particulières. Vous recevez 1% de l'énergie lumineuse qui frappe la canopée. En forêt tropicale, je parle de forêt tropicale, puisque c'est forêt Saint-Pierre-Virante. Donc, on a une certaine constance dans la lumière qui arrive au sol en sous-bois. Donc, elles reçoivent à peu près 1%, enfin entre 0,5 et 2% en moyenne, de l'énergie lumineuse qui frappe la canopée. Mais elles ont développé donc ce qui est très peu. Vous savez tous que les plantes font leur photosynthèse grâce à la lumière. Mais tout le problème, c'est de savoir quelle est la bonne quantité de lumière pour que tout se passe de façon la plus harmonieuse possible. Or, on sait tous, par exemple, que dans les champs, par exemple, ça pour ceux qui cultivent le maïs, etc., ils le savent, il y a ce qu'on appelle la dépression du midi, c'est-à-dire que pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque l'humidité de l'air diminue, vous avez une tendance à ce que les stomates se referment et que la photosynthèse diminue complètement. Dans la canopée, quand on a fait toutes nos missions du radodécime sur le sommet des forêts tropicales en Guyane, au Cameroun, au Brésil, c'est exactement la même chose. En gros, entre 11h du matin et 3h de l'après-midi, les feuilles des arbres, en fait, bloquent complètement la photosynthèse pour éviter de perdre l'eau. Parce que le problème vous savez, c'est que pour faire la photosynthèse, il faut qu'il y ait du gaz carbonique qui rentre, mais donc par les stomates, qui sont les petits trous qu'il y a sous les feuilles. Le seul problème, c'est que quand les stomates s'ouvrent et font entrer le gaz carbonique, l'eau s'échappe de la feuille, puisque le stomate s'ouvre, donc il est incapable de réguler l'entrée du CO2, enfin du gaz carbonique, et par rapport à la sortie de l'eau. Et l'eau est évidemment précieuse, surtout quand votre feuille est à 30 ou 40 ou 50 mètres de hauteur dans la canopée. Il n'est pas question de perdre de l'eau. Donc, vous avez, dans ce cas-là, donc, les stomates qui se ferment. Donc, dans ce cas-là, ça veut bien dire que vous avez trop de lumière. Et en revanche, pour les plantes qui n'ont que 1% de lumière, on s'aperçoit, d'après les recherches qu'on a pu faire en écophysiologie, que si au lieu d'avoir 1% de lumière, en fait, leur photosynthèse maximale et leur croissance maximale s'effectuent plutôt autour de 10% de l'intensité lumineuse. Et en aucun cas 100%. Après, vous avez des blocages. Ce qui est assez amusant aussi, c'est que même pour toutes les plantes de milieu ouvert de pleine lumière, très souvent, quand elles ont seulement 10 ou 20% de lumière, souvent elles n'ont aucun blocage justement de photosynthèse en raison des excès de lumière. Donc, quelque part, il semble qu'une intensité lumineuse de l'ordre du 10e du plein soleil soit quelque chose qui soit globalement assez favorable pour à peu près toutes les plantes. En tout cas, les plantes de sous-bois, ce qui est assez admirable aussi, c'est que finalement, avec 1% de lumière, comme elles ont des adaptations par rapport à la disposition des chloroplastes, enfin, différents aspects de la photosynthèse, même les teneurs en chlorophylle A, chlorophylle B, enfin, etc., dans les chloroplastes, enfin, en fait, elles sont capables d'avoir une activité photosynthétique qui est très, très performante. Et donc, en fait, au lieu de pousser 100 fois moins vite qu'en pleine lumière, elles ne poussent que 10 fois moins vite. Elles ont 1% de lumière, mais leur croissance, en fait, grâce à toutes ces adaptations, leur permet de pousser de façon satisfaisante, à savoir à peu près, au lieu d'être 100 fois plus lente que des plantes en pleine lumière
sans parler de celles, comme je vous disais, qui sont gênées par des excès de lumière, mais disons des plantes qui ont toutes les conditions favorables en alimentation, en eau, etc. Par rapport à ces plantes-là, elles sont capables d'être au 10e et non pas au 100e. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'efficacité chez ces plantes de sous-bois. Il n'empêche que donc ces plantes qui poussent entre la surface du sol et 3 mètres de hauteur en forêt tropicale doivent faire face quand même à de nombreux traumatismes. Évidemment, vous avez déjà tous les animaux herbivores. Un tapir, par exemple, un tapir, ça vous mange 30 à 40 kilos de feuilles vertes par jour. C'est donc absolument énorme, si vous voulez. Quand vous avez des plantes qui vont vous faire 1 ou 2 feuilles par an ou 3 feuilles par an, quand ces feuilles sont dévorées par un tapir qui passe, c'est un traumatisme absolument énorme. Vous avez tous les insectes également phytophages qui mangent évidemment les feuilles. Vous avez ce qui est très fréquent en forêt, c'est les traumatismes dus aux branches qui tombent. Pas simplement le chablis total d'un arbre qui tombe et qui là crée une énorme ouverture, mais vous avez très souvent des branches qui tombent et qui, de fait, détruisent en partie, au moins en partie, les plantes. Donc ces plantes de sous-bois, si vous voulez, elles doivent faire face en permanence à des traumatismes récurrents. Donc, là, quand on est face à des traumatismes récurrents, à partir de quand on parle de résilience, quand le traumatisme devient pas le quotidien, mais en tout cas quelque chose de fréquent. Il n'empêche que le traumatisme est là. Et que, puisque les espèces sont toujours là, les individus sont toujours là, ça veut bien dire qu'elles font face à ce traumatisme. Donc, c'est là aussi où on voit que ces traumatismes créent également des formes d'inventivité biologique liées au milieu, puisque le sous-bois a l'avantage quand même d'être un milieu où il n'y a pas de vent, donc pas de dessèchement. Donc, vous avez vous évitez tous ces problèmes de déshydratation, puisque les plantes de sous-bois ayant peu d'énergie lumineuse ont un très faible système racinaire, donc il est vraiment important que l'eau soit gardée au maximum dans les feuilles. Et donc, dans ces sous-bois, vous avez donc ces plantes qui ont un faible système racinaire, mais qui perdent peu d'eau du fait qu'il n'y a pas de vent. Donc ces plantes, lorsqu'il y a un traumatisme, c'est-à-dire que lorsque les feuilles sont détruites par une branche qui tombe, par exemple, ces feuilles qui sont assez gorgées d'eau et qui ne transpirent pas beaucoup, quand elles se cassent, eh bien, il y a un phénomène très très régulier, très très habituel, c'est le bouturage naturel de feuilles. Autant, c'est assez drôle de voir que depuis très longtemps, peut-être depuis 2 siècles, en horticulture, les gens ont l'habitude de couper des feuilles de Sympolia ou de Bégonia ou de différentes espèces et de couper la feuille, de la mettre dans la terre et de voir qu'elle repousse, enfin qu'elle s'enracine et qu'elle donne une nouvelle plante. Mais il n'y avait jamais aucun lien qui était fait entre cette possibilité que l'on fait par manipulation, par traumatisme, pouvait correspondre à quelque chose de naturel. Et en fait, dans tous les sous-bois des forêts tropicales, ça j'avais mis ça vraiment en évidence dès le début des années 80, c'était pas du tout quelque chose de remarqué, alors que c'est extrêmement fréquent chez les Gesneriacées, chez Myrcinacées, les Mélastomatacées, Rubiacées, enfin les Urticacées, enfin pratiquement toutes les familles du sous-bois. Quand une feuille se casse, elle est capable de donner une nouvelle plante. Alors là où ça devient également plus intéressant par rapport à l'inventivité de la résilience, si vous voulez, c'est-à-dire à aller plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ces cueils, ça j'avais été très très surpris, c'était la première fois que j'avais vu ça, c'était dans un sous-bois dans le parc national au centre de la Malaisie, et j'ai été très surpris parce que le long d'un sentier très étroit en sous-bois, je voyais sur le bord du sentier, de façon absolument régulière, tout le long du bord sur 20 cm de large, une plante qui était la même, qui était, mais donc en quantité d'individus, qui était absolument partout. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment pas des gens qui ont pu les planter de chaque côté du sentier, c'était absurde. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les animaux qui passent cassent les feuilles
en marchant, hein, que vous soyez un tapir, un cerf, n'importe quelle bestiole, les feuilles se cassent. Donc, quand vous cassez, la feuille va pas loin, elle va juste à côté. Et donc, ces feuilles bouturent, c'est qu'elles s'enracinent et redonnent une plante au fur et à mesure. Donc, en fait, là, vous apercevez que le traumatisme, qui est la cassure, donc, non seulement ne tue pas le pied mère, parce que le pied mère est capable de refaire des nouvelles feuilles, mais entraîne totalement une prolifération de l'espèce sur des distances qui étaient impossibles à atteindre par voie sexuée. Pourquoi ? Parce que chez ces plantes-là, c'était en l'occurrence un phylagatis dans les mélastomatacées, ce sont des plantes qui ont des graines minuscules pulvérulentes, et ces graines pulvérulentes ne peuvent germer avec succès que sur des supports inclinés, tels que des rochers moussus, donc qui n'ont pas de feuilles mortes qui s'accumulent. Vous doutez bien qu'une graine qui mesure 1/10 de millimètre, si elle tombe sur les feuilles mortes sur le sol forestier horizontal, même s'il pleut au moment où elle arrive, elle va germer, donc son cotylédon qui va faire 1 millimètre de diamètre va se dessécher après quelques heures sans pluie. Alors que sur un rocher moussu et couvert d'algues qui reste toujours humide, puisque c'est la fonction aussi, enfin c'est pas la fonction, mais en tout cas c'est la particularité de ces algues et de ces mousses, c'est de garder une certaine humidité. Dans ce cas-là, la minuscule graine peut germer, ses cotylédons d'1 millimètre émergent au-dessus. Donc tout ça pour dire que là où se passe le bouturage de feuilles, c'est une zone horizontale du sol où le sexe, la reproduction sexuelle ne peut pas s'effectuer, puisqu'elle ne peut s'effectuer que sur des rochers inclinés. Et c'est d'ailleurs assez amusant de voir, par exemple, il y a un bégonia que je connais bien en Malaisie. J'étais très triste là parce qu'on y était il y a 3-4 semaines à nouveau, et je suis cette population depuis 1983. Le bégonia bleu, vous avez dû voir les photos, bégonia pavonina, et là, il y a eu plusieurs arbres tombés, et la population a vraiment disparu. Il reste juste 1 ou 2 individus, alors que c'était une super population. Enfin, elle est ailleurs, hein, autrement, heureusement, elle n'est pas que là. Eh bien, ce bégonia pavonina, il y a une grande surface rocheuse, et sur la surface rocheuse, vous voyez les semis, et même les jeunes individus. Mais là où peut se faire le sexe, donc la reproduction sexuée par graines, sur ces parois verticales, vous n'arrivez qu'à des individus qui ne sont pas grands, parce qu'il y a une limite quand même en eau, puisque la surface d'un rocher ne peut pas garder des quantités d'eau, surtout pendant les saisons sèches. Donc vous arrivez à des plantes qui ne dépassent pas cette taille-là et qui ne fleurissent jamais. Mais dès qu'une branche ou qu'un individu animal passe et coupe une feuille, cette feuille tombe sur le sol, et qu'est-ce qui se passe ? Sur le sol qui est plus épais avec toute la litière de feuilles de la canopée, qui reste plus humide, qui a plus de sels minéraux, non seulement ça donne une nouvelle plante, mais ce sont ces individus-là qui fleurissent. Donc vous voyez, on arrive à une situation qui est très étonnante, c'est que la reproduction sexuée ne permet pas l'occupation du milieu le plus favorable à l'espèce. Le milieu le plus favorable, il intervient après un traumatisme. Donc tout ça pour dire que, vous voyez, la résilience, le fait d'être capable de se refaire une vie après un traumatisme, ça leur permet carrément d'aller bien au-delà, d'avoir des individus beaucoup plus vigoureux et capables d'effectuer la reproduction sexuée dont les graines ne pourront jamais efficacement que sur un support qui est voisin. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que toutes ces ambiguïtés de ce qu'on doit considérer comme résilience et comme inventivité. C'est sûr que ce milieu des plantes de sous-bois est vraiment un milieu passionnant pour étudier tout ça. Il y a aussi une chose qui m'a toujours intéressé, c'est toutes les formes de rejet, toujours dans le fait de ne pas être détruit quand vous avez une branche ou un tapir qui passe. D'ailleurs, sûrement que, c'est un peu une parenthèse, mais probablement, puisque maintenant la plupart des forêts tropicales sont chassées par notre chère espèce Homo sapiens, hein, qui est partout. Hein, vous savez, que vous soyez au fin fond de l'Amazonie, de Bornéo, de n'importe où, ou du bassin du Congo, notre chère espèce est toujours présente, ne serait-ce qu'en petits groupes, mais on a besoin de manger, et comme c'est expliqué avant, de tuer, etc., etc. Donc, beaucoup de ces animaux les plus faciles à choper, donc tous ces animaux
terrestres de forêt, que ce soit les tapirs, les antilopes, tous ces trucs-là, ont été quand même en grande partie tués. Et donc, il est fort possible qu'actuellement, dans ces forêts tropicales, les plantes de sous-bois soient beaucoup plus abondantes en individus qu'elles n'étaient avant qu'il y ait tous ces groupes vivant dans les forêts qui tuent ces animaux. Donc il est très possible qu'en ce moment, on ait une vision beaucoup plus généreuse en nombre pas d'espèces, mais en tout cas en nombre d'individus du sous-bois, que cette vision était peut-être il y a 100 000 ou 200 000 ans, avant que les groupes soient suffisamment importants. Vous voyez, on est sur des choses qui sont aussi... Il faut savoir ce qu'on observe dans le présent. À côté de ça, à l'inverse, je vois, en Malaisie, il y a une zone où on est retourné aussi, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 semaines, où il y avait une autre population d'une plante aquatique, d'une cryptocoryne elliptica, que je suivais depuis très longtemps, et qui est connue que de deux endroits. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est que dans ces 2 endroits en Malaisie, qui sont très proches l'un de l'autre. Elle n'est connue en tout cas que de ces 2 endroits. Eh bien, là, la population a entièrement disparu parce qu'il y a les pécaris. Parce que maintenant, en Malaisie, le problème, c'est que tous les tigres ont été tués. Il n'y a plus de tigres, il n'y a plus de panthères, donc il n'y a plus de prédateurs. Et les pécaris, c'est devenu quelque chose, on parlait ce matin je ne sais plus avec qui, des sangliers, etc., qui prolifèrent, surtout depuis qu'ils sont croisés avec des cochons. Mais en tout cas, en Malaisie, les pécaris sont vraiment des bestioles terrifiantes. Pareil en Amérique du Sud, parce que ça esquinte absolument tout et les prédateurs ont disparu. Donc, vous voyez, d'un côté, dans certaines zones, ce sont les herbivores qui ont été tués par nous. Dans l'autre côté, ce sont qui sont également herbivores, mais plus que ça, quoi. Les pécaris, ça bouffe absolument tout. Dans ce cas-là, parce qu'il n'y a plus les prédateurs, parce qu'on a tué les prédateurs. Enfin, donc, vous voyez, on est sans arrêt sur des équilibres qui peuvent être assez instables, évidemment, au fil du temps. Si vous voulez m'interrompre, hein, surtout, vous n'hésitez pas, hein, parce que c'est très peu construit. De toute façon, on ne peut pas construire quelque chose qui parle de traumatisme non prévisible. Ça serait presque choquant de construire outre mesure un discours sur ces propos-là. D'autres choses par rapport au fait de faire face au traumatisme que j'ai bien étudié en sous-bois, c'est la faculté de rejeter de la base. Il ne faut pas oublier, vous savez, par exemple, toutes les images qu'on a des grandes forêts de lycophytes et de lycopodes et de prêles géantes du Carbonifère en particulier, enfin, qui était avant, hein, dès le Dévonien. Pourquoi on a ces forêts énormes et l'accumulation de charbon? En fait, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'est qu'à la fin du Carbonifère que sont apparus les champignons capables de décomposer la lignine. Donc, de toute façon, pourquoi il y a du charbon? Hein, il fallait bien que le bois ne se décompose pas. Si le bois était décomposé, on n'aurait pas tous ces filons de charbon du Carbonifère, qui, comme son nom l'indique, était la période où le carbone s'est accumulé. Donc, vous étiez dans des forêts, vous aviez des accumulations énormes. Bon, bien sûr, il y avait des animaux, tout ce qui était insectes et d'autres trucs qui étaient à l'époque. Vous aviez des bactéries, enfin, il y avait des choses qui coupaient quand même toute la lignine en petits morceaux, mais on n'était pas du tout sur la décomposition beaucoup plus élaborée qu'il y a eu lors de l'apparition de ces champignons décomposeurs de lignine seulement pendant le Carbonifère. Donc, il y a eu le temps d'une accumulation énorme de charbon. Donc, qu'est-ce qui se passait pour tous ces lycophytes et ces sphénophytes, enfin ces prêles géants? C'est que, en fait, pour germer, c'était des spores, il y avait très peu de zones favorables pour germer. Quand vous avez une accumulation comme ça, ou peut-être plus de litière qui n'est pas décomposée, donc de fragments de branches, etc., la seule solution viable, c'est évidemment d'avoir des tiges qui cavalent sous le sol et qui réémettent régulièrement, façon des bambous, hein, actuels, ça, tout le monde connaît les bambous. Donc vous voyez très bien ces 2 types d'axes. De toute façon, moi, je
je suis absolument convaincu que chez les plantes, il y a deux types de ramifications qui n'ont rien à voir. Il y a la ramification basale qui est une chose et qui peut avoir des tas de formes différentes, qu'elle soit dichotome, qu'elle soit axillaire, on s'en fiche, ou qu'elle soit adventive, peu importe. Une ramification basale et une ramification aérienne qui apparaît à partir de cette ramification basale. De toute façon, tous les groupes anciens, que ce soit les xylophytes, que ce soit les lycophytes, et beaucoup d'angiospermes, même dans les angiospermes dites primitifs, je pense à mes petites chlorantacées que je vous montrais, et puis plein d'autres, vous avez cette tendance à la ramification basale, qui était en fait la seule vraie solution quand vous aviez des forêts où finalement la germination n'était pas possible et que la seule façon de proliférer, c'est d'avoir ces axes qui cavalaient sous cet amas de choses qui avaient du mal à se décomposer, et de là émettre exactement comme les bambous. Ils sont vraiment réminiscents, les bambous, finalement, de ce qu'était ce mode de croissance. Et en sous-bois, quel que soit où on est, face à des conditions, non pas d'accumulation, mais de problèmes de faible énergie, etc., le fait d'être capable de rejeter de la base est quelque chose d'extrêmement fréquent dans de très très nombreux groupes, très nombreuses familles qui n'ont rien à voir entre elles. Donc si vous voulez, il y a cette espèce de persistance du rejet basal qui est probablement... De toute façon, quand vous regardez les premières choses du silurien, les rhinia, vous avez tous vu dans vos bouquins à l'école, les premières choses sortant de l'eau, qui sont toujours des petits machins dressés, non ramifiés, comme ça, les rhinia et autres groupes. Quand vous regardez, vous avez toujours un machin qui cavale horizontalement et qui émet ces trucs verticaux sur lesquels il y a les spores, ou sporanges, suivant les cas, qui sont distribués. Donc, et ça se comprend, quand vous sortez de l'eau de mer, si vous voulez persister, il vaut mieux quand même avoir quelque chose qui est protégé quand vous avez encore pas mal d'ultraviolets qui traînent, etc., parce que vous n'avez pas encore assez d'ozone pour tout casser, etc. C'est évident que être protégé en bas est quand même une condition a priori sine qua non de vie et de développement de la vie. Donc ça, cette répétition basale, on la retrouve beaucoup en sous-bois. Et alors, ce que j'ai mis en évidence et qui est très intéressant, c'est pas ce que j'ai dit qui est intéressant, c'est le phénomène, hein, pardon. Mais c'est le fait que cette répétition basale, donc à partir d'axes qui restent, ou même des axes contractés, hein, peu importe, mais disons à partir d'une souche au sens large, donc à partir de réserves où il y a des racines d'une part, de l'eau, des éléments nutritifs, des sucres, hein, souvent. Donc vous avez des nouveaux axes qui apparaissent. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est la façon, donc j'ai appelé ça souvent régression adaptative, c'est-à-dire que par exemple, quand le milieu devient de plus en plus sombre parce qu'il y a un arbre qui a beaucoup plus poussé au-dessus, eh bien, cette répétition basale vous donne des nouveaux axes dressés, mais qui vont être plus petits que les axes anciens, parce que, évidemment, il y a moins d'énergie à mettre dans le nouvel axe, puisque, comme c'est plus sombre, il y a eu encore moins de photosynthèse. Donc, vous avez quelque chose, un mode de croissance qui se répète, donc c'est une répétition, mais qui s'ajuste au milieu. Donc là, est-ce qu'on parle de traumatisme? Voilà, est-ce qu'on parle de résilience? En tout cas, ça peu importe le mot, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que donc une même plante est capable, quand les conditions, ou alors que la sécheresse, quand vous avez des saisons sèches de plus en plus marquées, par exemple, ben c'est pareil. Les nouveaux axes vont être plus réduits que les axes qui étaient produits pendant les périodes où le climat était plus favorable par rapport à l'humidité. Donc, vous avez cette régression qui est purement adaptative. Et puis après, quand les conditions ou davantage de pluie ou davantage de lumière redeviennent meilleures, eh bien, les nouveaux axes qui apparaissent vont être à nouveau de plus en plus grands. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce traumatisme, au lieu de se traduire par la mort, se traduit par un réajustement du mode de croissance, donc quand même une forme quelque part d'inventivité par rapport à un niveau qui serait moyen. Eh bien, si les conditions sont très favorables, ça devient encore plus grand. Si elles ne sont pas favorables, ça devient nettement plus petit. Donc, vous voyez, on est sur des phénomènes, également ce que j'appelle l'étiolement stabilisé, c'est-à-dire
Vous savez, quand les plantes, souvent, n'ont pas assez de lumière, etc., elles s'étiolent, et généralement, l'étiolement, là, ça se traduit souvent par la mort. Donc là, c'est très souvent un traumatisme donc il ne se traduit pas par une résilience, au sens, ils ne s'en remettent pas. Donc, vous avez beaucoup de ces plantes qui, avec étiolement, font des feuilles de plus en plus petites, des rameaux de plus en plus fins, et finissent par mourir. Mais il y a des formes d'étiolement en forêt, où vous avez ce que j'appelle l'étiolement stabilisé, c'est-à-dire que chez les aracées grimpantes, par exemple, vous avez les tiges qui grimpent, qui ont des grandes feuilles, et celles qui restent près du sol vont continuer à cavaler au sol en émettant des feuilles plus petites, donc qui peuvent être considérées comme un étiolement. De toute façon, pas besoin d'être dans les forêts tropicales, il suffit que vous regardiez ce qui se passe dans nos forêts avec le lierre. Le lierre a ces différentes formes de croissance, où il grimpe le long des troncs, où il cavale au sol, où les entrenœuds sont longs, le diamètre de la tige est réduit. Donc tout ça, ça correspond à ce qu'on définit comme un étiolement, vitesse de croissance rapide, le diamètre réduit de la tige, entrenœuds longs. Donc là, vous avez aussi une stabilisation de l'étiolement qui est beaucoup plus fréquente dans les forêts tropicales que ce qu'on peut observer chez nous. Mais donc, voyez, à nouveau, là, face à quelque chose de contraignant, on a des réponses adaptatives qui... il y a même de l'eau. Je n'ai pas l'habitude de boire de l'eau, parce que j'allais aux plantes, sauf quand je fais la causette. J'ai une question par rapport à ça. Je sais pas si je peux... Par rapport à l'eau, oui. Entre autres, non. Par rapport au chablis total que vous parliez tout à l'heure, à l'histoire de l'étiolement, s'il y a un chablis total d'un arbre, oui, ça révèle de la lumière, donc. Et comment réagissent justement ces plantes qui initialement avaient 0,5 ou 1% de lumière, là qui vont en avoir beaucoup? Est-ce que les feuilles grandissent? Déjà, là pas de résilience pour beaucoup. Alors, quand vous avez un chablis, tout dépend si vous êtes à la périphérie du chablis ou vous n'êtes pas à 100% de lumière, mais moins que ça. Donc, en périphérie de chablis, vous avez quand même beaucoup moins de traumatisme. Au centre du chablis, parce que non seulement vous avez la lumière, mais vous avez l'assèchement qui s'ensuit, puisque vous avez beaucoup plus de lumière. Donc, vous avez l'assèchement de l'air, etc. Donc, ça se traduit très souvent par des morts. Mais après, tout dépend. Si sous les branches, si vous voulez, si une branche de l'arbre qui tombe protège une base et qu'elle peut rejeter, comme je vous le disais, pas les boutures de feuilles, là c'est râpé. Là, pour les boutures de feuilles, si vous voulez, dans un chablis, c'est pas le bon endroit. En revanche, pour les rejets basaux, dans un chablis, vous pouvez avoir des plantes qui vont résister, être capables de refaire des tiges. Mais globalement, pour les plantes de sous-bois, et même pour les plantules d'arbres, attention, les plantules d'arbres qui ont passé des années de leur vie en sous-bois, ça on l'étudie au Gabon sur 4 ans. Donc là, je parle de choses qui ne sont pas juste des suppositions. Et c'est très étonnant, mais même les plantules d'arbres, pour la plupart, sont tuées lorsqu'il y a un chablis. Et les plantes de sous-bois ne sont pas celles qui s'en sortent le plus mal, grâce, comme je vous dis, à ces rejets basaux, à ces choses-là. Question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le chablis en fait, est l'occasion de la résilience du milieu et non pas des plantes individuellement? On va réapparaître normalement des espèces qui ne peuvent pas apparaître sans cette lumière. Si tu veux, les chablis, ça sert surtout à faire des pionniers. Donc, ce qui est quand même pas au point de vue diversité, pas quelque chose de très passionnant, bien que les pionniers ont évidemment une fonction, puisqu'ils poussent très très vite et du coup ils créent un ombrage en dessous et permettent à d'autres espèces plus sciaphiles de s'installer. Mais en gros, un chablis crée quand même avant tout des pionniers, puisque comme je disais, les arbres forestiers eux-mêmes ont plutôt tendance, en dehors de ceux qui sont à la périphérie, à disparaître aussi sous le coup du chablis. Donc, évidemment, tout dépend de l'ampleur du chablis et de là où on se trouve par rapport à ça. Alors, votre traumatisme aussi, tout à fait autre chose. C'est donc par rapport, je vous parlais de la canopée un peu tout à l'heure, puisque
quand j'étais avec Francis Allais à la fin des années 80, il avait lancé l'idée du radiodécime et bon, il était un peu emmerdé parce qu'il était le seul scientifique face à deux mecs qui étaient plus des gros bras, c'est-à-dire celui que je respecte tout à fait, qui s'occupait du ballon, donc de faire déplacer l'engin, et puis l'architecte qui avait conçu lui-même le radiodécime. Donc, moi, j'étais en plein dans la fin de ma thèse d'État, c'était pas évident pour moi, mais je dis bon, bah d'accord, je participe, et on est allé en Guyane. Et alors, je me disais, qu'est-ce que je vais faire là-haut ? Puisque moi j'étais l'homme du sous-bois, heureusement qu'il y avait... Et alors là, c'était la grande surprise, parce qu'une fois là-haut, j'ai passé un temps énorme à chaque mission que j'ai faite du radiodécime, un temps énorme sur la canopée, et même j'y dormais très souvent, je montais le soir, et je dormais dessus parce que c'est facile de travailler entre 6h30 du matin et 11h. Après, c'est impossible quand vous êtes en plein soleil. Surtout que l'émission, il fallait les faire en saison sèche parce que quand vous avez les orages, etc., c'était pas simple. Donc, une fois arrivé dans la canopée, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est que finalement, ces arbres ne poussaient pas du tout comme on me le disait, c'est-à-dire par les systèmes de réitération, vous savez, de modèle architectural qui est une chose bien réelle, c'est-à-dire que suivant les espèces, vous avez un certain nombre de possibilités de mode de croissance, entre ce qui est orthotrope, plagiotrope, ce qui est rythmique ou non rythmique, les phyllotaxies distiques ou spirales, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont absolument indéniables. Mais après, ces choses qui sont bien réelles, tant que vos arbres ne dépassent pas 3, 5, mettons 10 mètres de hauteur. Après, il y a eu cette chose étrange de vouloir qu'à tout prix, l'arbre refasse la même chose. Si vous voulez, c'est-à-dire ce qui a été baptisé réitération, c'est-à-dire que sur l'arbre, quand il grandit et qu'il s'approche de la canopée, il est censé refaire la même chose en plus petit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un truc de 10 mètres, la pousse qui va repartir va refaire la même architecture, mais seulement de 5 ou 8 mètres. Et puis après, plus haut, seulement de 1 ou 3 mètres. Et puis à la fin, ça finit en truc soi-disant herbassé. Donc ça veut dire qu'il est censé mourir après, puisqu'il a fini toutes ces possibilités de réitération. Alors qu'en fait, c'est là où on diverge beaucoup avec Francis sur la conception de la croissance des couronnes d'arbres. Et ça, j'ai écrit évidemment là-dessus. Ce qui se passe, une fois que l'arbre arrive dans la canopée, il change complètement de milieu. C'est-à-dire que tant qu'il est dans le sous-bois, quand même quand il arrive à la limite de la canopée à 15, 20, 25 mètres de hauteur, il est encore dans un milieu forestier. Il n'est pas à 100% de lumière, l'humidité atmosphérique est encore assez forte, mais dès qu'il commence à arriver vraiment en plein dans la canopée, là, toutes les conditions climatiques changent drastiquement. Il est donc en pleine lumière. Il subit la sécheresse de la pleine journée. Les températures, vous tombez la nuit à 20 degrés et le jour, vous montez à 40, 45 degrés, alors qu'en sous-bois, vous êtes toujours entre 23 et 28 degrés. Enfin, donc, toutes les conditions changent. Et qu'est-ce qui se passe dès que les arbres, et quelles que soient les espèces, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand vous voyez des photos de canopée de forêt tropicale, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Asie, vous voyez que c'est toujours pareil partout. Vous voyez le moutonnement avec les micro-cimes à l'intérieur de chaque cime, où que vous soyez, vous voyez la même chose. Donc si on voit la même chose, c'est que ça va correspondre quelque part à une certaine réalité, quel que soit génétiquement le modèle architectural de l'arbre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, étant donné les traumatismes, évidemment, au début de la saison des pluies, on est sur un climat qui est plus favorable, il fait moins chaud, et il n'y a pas le problème de sécheresse, les lumières, la luminosité est moins forte, donc tous les arbres font leur croissance, leur pousse, ils font tous comme chez nous au printemps, il n'y a aucune différence, que vous soyez sous les tropiques ou ici, tous les arbres font une pousse annuelle, qui ici au printemps et là-bas est à la transition saison sèche saison des pluies, qui fait généralement 15, maximum 20 cm de longueur, avec généralement 5 à 8 feuilles par pouce. Donc ça, c'est extrêmement général. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc ces feuilles font de la photosynthèse pendant la saison des pluies et tout ça. Et dès que la saison sèche arrive, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les apex se nécrosent. Et donc, vous avez un arrêt de la croissance, ou parfois, suivant les espèces, certains fleurissent. Mais en tout cas, la croissance linéaire s'interrompt ou
parce qu'un insecte les grignote, ou parce que la sécheresse est détruite, ou parce que l'apex fleurit. Donc, ce rameau de 20 cm s'arrête de pousser, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez généralement 2, 3, parfois 4, mais le plus souvent 3 pousses qui apparaissent juste en dessous, et qui donc vous donnent quelque chose d'extrêmement ramifié en périphérie de couronne, donc très ramifié, mais bien évidemment, avec le temps, d'année en année, il est impossible pour l'arbre à 30 ou 40 mètres de hauteur de fournir l'eau nécessaire à ces feuilles qui, au lieu d'être sur une seule tige, deviennent sur quantité de tiges, donc un nombre de feuilles. Et là, justement, avec c'est un des problèmes actuels avec l'augmentation du CO2, c'est que la photosynthèse est accrue, et donc ça a été observé, il y a une tendance à ce que les arbres fassent de plus en plus de feuilles au début de leur croissance, puisqu'il on a passé les 400 ppm, toujours nos arrière-grands-parents, leurs choux poussaient au moins un tiers moins vite qu'actuellement, puisque on est passé maintenant à 400 ppm. Quand je vais commencer mes études, on était à 330 seulement, donc vous voyez, ça monte très vite. Donc, les arbres font plus de feuilles, la photosynthèse est plus active, mais avec le problème que, bien évidemment, il y a plus de poids de feuilles à maintenir par les branches et plus d'eau qui est nécessaire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que donc dans la canopée, oui, j'avais fait justement des dessins. Donc vous avez, comme je vous disais, plus ou moins 3 pouces qui apparaissent, mais donc le feuillage est uniquement en périphérie sur à peu près 20 cm. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure, évidemment, quantité de tiges disparaissent. Donc, si vous voulez, vous avez au départ une architecture qui est très très simple, définie par un modèle architectural, et après, dû à ces traumatismes, donc vous avez vraiment sur tous les arbres, là on est face à un traumatisme qui est absolument général dans la canopée, et la résilience atteint la canopée entière, c'est-à-dire qu'au lieu de pousser comme il poussait avant, donc là c'est une résilience mais qui se traduit par une inventivité, par destruction progressive, et donc au fur et à mesure, seules persistent finalement les branches les mieux situées. Et ce qui est remarquable, ce qu'on voit sur les photos, et puis ce que vous observez tous quand vous voyez un vieil arbre, c'est que au départ, on est plutôt sur les trifurcations, je vous dis qu'on a plus ou moins 3 pouces, et après, progressivement, on tombe sur des bifurcations. Et quand vous regardez n'importe quel vieil arbre, même dans nos contrées ici, vous apercevez que les branches, en fait, tendent toujours progressivement vers des bifurcations égales. Donc, on n'est absolument plus sur aucun système qui puisse évoquer un modèle architectural, une réitération de modèle architectural, dans la mesure où on est sur un tout autre type d'architecture qui a été dicté donc par ces traumatismes, comme je vous disais, de lumière trop forte, d'eau à monter trop haut. Ben, vous voyez, voilà, donc ça, les cimètres finissent par mourir ensemble, les unes après les autres. Je me souviens même plus que j'avais mis toutes ces images là. On peut voir la suivante peut-être. Bon, vous voyez, donc, là, c'était les eucalyptus qui revenaient un petit peu après avoir été brûlés. Donc, vous voyez cette tendance à ces bifurcations, mais que vous observez tous absolument partout. Hein, ça, c'est... Et alors, donc, là, c'est juste pour montrer justement les deux conceptions, si vous voulez, celle que moi, je réfute, hein, qui est donc la conception classique par répétition, d'admettre que rien ne doit changer, que l'arbre soit jeune ou qu'il soit grand, tout doit se traduire, simplement c'est de plus en plus petit, puis qu'il est de plus en plus haut. Donc, une différenciation vers le haut, alors que moi, je montre qu'au contraire, on est face à une différenciation descendante due à ces traumatismes et que les branches principales s'individualisent, non pas d'emblée, comme ça par itération, mais s'individualisent progressivement. Et pourquoi ces zigzagants? Un arbre, pourquoi toutes les branches que vous voyez sont zigzagantes? Seulement parce que ça s'est cassé à tous les niveaux d'un zigzag. Autrement, comment vous pouvez, avec une interprétation comme ça, exprimer le fait que toutes les branches soient zigzagantes? Les zigzags sont uniquement dus à des traumatismes qui sont cicatrisés après. Donc là, si vous voulez, pour moi, on est vraiment sur un très bel exemple de résilience, mais qui affecte tout un milieu entier et une réaction
donc qui affecte toutes les espèces, quelle que soit leur appartenance génétique, de famille, etc. Donc, tout ça pour dire que l'inventivité peut... là, on est vraiment sur l'exemple, ce qui n'était pas du tout le cas a priori, quand je vous parlais tout à l'heure, pour en revenir à tout ce qui était les lycophytes et les prêles géantes du Carbonifère. De ce qu'on sait des couronnes, a priori, ça dégringolait avant et s'était remplacé par d'autres au fur et à mesure, sans qu'il y ait cette architecture. Vous voyez toutes ces bifurcations dans la canopée. Hein. Oui, non, mais on peut poser... Je ne sais plus... Vous parliez donc des ramifications de l'arbre, mais à l'échelle d'une feuille, c'est la même chose aussi au niveau des ramures de la feuille, ou si il y a par exemple un tapir qui mange une partie de la feuille, est-ce que ça va sécher le pourtour et donc fragiliser la feuille? Comment ça se passe? Là, tout est possible, tout dépend s'il y a ou non des micro-organismes pathogènes, que ce soit virus ou champignons ou bactéries qui viennent pénétrer et endommager la feuille, ou autrement la feuille cicatrise, ou comme je disais, quand elle se casse. D'ailleurs, très souvent, les champignons peuvent être un avantage pour permettre justement la bouture de feuilles. C'est-à-dire que très souvent, beaucoup de ces plantes de sous-bois qui ont des pétioles extrêmement gorgées d'eau peuvent être attaquées par champignons. Et donc, même que ce soit un animal, la feuille peut pourrir en une certaine zone et il y a cicatrisation et du coup, elle redonne une plante. Donc, si vous voulez, tout est possible, y compris le meilleur, quoi, quand ça... voilà. Il y a aussi ce qui est important par rapport au sous-bois, dont j'ai pas parlé. Je vous ai parlé beaucoup de toutes ces destructions récurrentes par les animaux, etc. Il faut savoir que le sous-bois est loin d'être totalement occupé. Je parle en milieu disponible. Hein. Et donc, vous avez très souvent seulement 2 à 5% de la surface du sol qui est occupée. Et pourtant, en nombre d'espèces, les plantes de sous-bois entre le sol et 3 mètres de hauteur occupent à peu près le tiers, enfin entre le quart et le tiers des espèces de la forêt. J'ai fait le calcul assez précis pour la Malaisie péninsulaire que je connaissais bien. Sur les 8000 espèces, il y a 2500 espèces qu'on peut considérer comme herbacées ou arbustes de sous-bois. Bien que la surface occupée, je vous dis, reste négligeable. Et pourquoi elle est négligeable? C'est que, donc, comme je vous ai dit, ces plantes poussent très lentement. Elles ont beau se débrouiller bien grâce à leur photosynthèse et rattraper le 0,5 ou le 1% pour être plutôt comme si elles avaient 10%. Il n'empêche qu'elles poussent lentement et qu'elles ont ces destructions récurrentes que sont, donc je disais, les branches qui tombent, les tapirs qui passent, une saison sèche inhabituelle puisqu'elles ont peu de racines, donc elles sont encore plus sensibles. Donc elles subissent des destructions récurrentes même si elles sont capables de se régénérer face à ces destructions. Mais le résultat, c'est que donc elles ne peuvent pas occuper tout le milieu, puisque tout simplement, elles n'ont pas le temps. Si jamais elles étaient très abondantes, elles seraient bouffées encore plus par des bestioles. Et donc, ce qu'il y a de très intéressant dans le fait que le milieu soit loin d'être totalement occupé, c'est que du coup, vous n'avez pas de compétition. C'est tuant. Tout le monde nous parle toujours d'évolution via les biais de compétition, etc. Et que c'est celui qui est le mieux adapté par rapport à la compétition qui s'en sortira, etc. Non, en sous-bois, on est face à un milieu qui ne connaît pas la compétition puisque le milieu n'est pas occupé. Donc, quelles sont les espèces? Et pourquoi il y a autant d'espèces? Il y aura toutes celles qui ont une inventivité. Alors, à nouveau, on est sur le problème de résilience. Il y a peu de lumière, etc. On est sur des conditions traumatisantes, entre guillemets, mais en fait, grâce à ça, vous n'avez pas de compétition et toutes les inventions qui permettent à ces plantes de capter au mieux cette faible lumière, d'éviter les superpositions de feuilles. J'ai mis en évidence quand même une vingtaine de solutions différentes. Vous avez des plantes qui mettent leurs feuilles en spirale, vous avez des plantes qui ont des feuillages en disque, mais qui sont suffisamment distants l'un de l'autre pour que chaque disque ne permette au disque du dessous de recevoir la lumière latérale qui arrive. Donc, si vous voulez, toutes les inventions qui permettent de se débrouiller au mieux dans ce milieu très peu éclairé, peuvent exister puisque vous n'avez pas
cette notion de compétition et de vitesse de croissance qui fait que celle qui serait plus rapide à pousser éliminerait l'autre. D'ailleurs, vous pouvez trouver, c'est ce qu'il y a de fabuleux en sous-bois, vous pouvez trouver côte à côte, par exemple, un petit palmier ou un aspidistra, pour citer des plantes qui poussent très lentement, à côté d'une aracée ou d'un pipère qui va pousser 10 ou 20 fois plus vite. Et pourtant, les deux sont là. C'est-à-dire celui qui pousse 10 ou 20 fois plus vite n'élimine pas celui qui pousse beaucoup moins vite, puisqu'il y a de l'espace disponible qui reste. Donc là, vous avez une évolution qui se passe sans compétition. Et ça, c'est quelque chose que même d'un point de vue philosophique, qui ne correspond pas du tout à notre espèce, à Homo sapiens, hein, et à ce qu'on essaie de nous inculquer depuis toujours. Donc là, on a vraiment des exemples d'évolution au sens diversification et créativité de nouvelles adaptations physiologiques et morphologiques, sans qu'il y ait de compétition. Et ça, c'est des choses qui me tiennent assez à cœur dans mes travaux depuis 40 ans, de montrer que la vie n'est pas qu'une histoire de bagarre, contrairement à ce qu'on essaie de nous raconter régulièrement. Bon, il y a plein d'autres choses à dire, hein, vous vous en doutez, pendant 40 ans, j'ai plus de choses à dire qu'en une petite heure, hein, mais si vous avez oui, pareil, la shade avoidance, oui, le fait que les feuilles peuvent éviter de se superposer, c'est des choses assez magiques. Même mais ça, c'est des trucs que tout le monde voit. Si vous prenez un philodendron, vous achetez un philodendron banal, que ce soit un monstera, chez un fleuriste, vous le mettez chez vous, par exemple, vous allez le mettre près de cette fenêtre. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'après 1 mois ou 2 mois, les feuilles qu'il a quand vous l'avez acheté vont se réorienter. C'est-à-dire qu'elles vont se débrouiller pour éviter de se faire de l'ombre l'une l'autre. Elles vont tendre vers une forme harmonieuse, alors que quand vous l'avez acheté, il était peut-être en harmonie par rapport à la lumière qui arrivait du haut de la serre, mais vous le mettez chez vous, la lumière arrive forcément d'une direction privilégiée, donc il y a réajustement. Donc c'est quand même des choses très complexes. Ces réajustements, ça correspond en fait à, essentiellement, c'est les rayons rouges lointains qui pénètrent à travers les feuilles qui ne sont pas récupérées par la chlorophylle, puisque la chlorophylle chope les bleus et les rouges clairs, mais tous les rouges 730, etc., passent au travers. Et c'est en fait très souvent ces rouges 730, ces rouges lointains qui passent à travers la feuille, qui entraînent des déformations des pétioles et qui permet donc aux feuilles de s'éviter. De même, vous avez d'autres cas en sous-bois qui sont très, 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 très mignons. C'est que le principe des Sympolia, vous savez que vous connaissez tous la violette du Cap, hein, ce petit machin qui est en fait, que j'adore, qui est en fait endémique d'une unique grotte au nord de la Tanzanie, hein, juste près de Tanga, les Amboni Caves, entre Tanzanie et Kenya, endémique juste de cette grotte-là. Eh bien, ces Sympolia qui poussent sur des rochers calcaires verticaux, bien vous voyez qu'ils ont des feuilles rondes, donc c'est une rosette, donc toutes les feuilles apparaissent au même point, mais en fait, la feuille atteint très vite son diamètre maximal, qui est à peu près 3-4 cm, mais le pétiole, lui, s'allonge pendant toute la vie de la feuille. C'est-à-dire que toutes les feuilles anciennes s'échappent des feuilles du dessus par cet allongement indéfini du pétiole. Mais ça, vous pouvez l'observer si vous avez votre Sympolia en pot, vous l'observerez aussi, cette façon de s'échapper, donc par une croissance différentielle entre le limbe de la feuille et le pétiole de la feuille. Donc vous voyez, on est vraiment sur des milieux à inventivité illimitée. C'est vraiment un terrain, je pense, de compréhension de la biologie, ce sous-bois. Et c'est vrai que cette biologie des basses énergies, je pense, c'est beaucoup plus instructif que celle des hautes énergies. Et nous, malheureusement, on fait partie de la biologie des hautes énergies. Et on porte, comme je le disais au début, très mal notre nom de sapiens, de sage. Voilà, mais, mais s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit... Mais j'aime pas mon espèce, mais j'aime bien les êtres humains. Hein. Attention, ne confondons pas tout. Je n'aime pas l'espèce. J'ai honte d'appartenir à cette espèce, mais j'aime beaucoup les gens. Hein. Oui. Alors, une question sans doute un peu naïve, mais vu que tous les mécanismes de résilience, d'adaptation au milieu étaient plutôt d'ordre végétatif, ouais. Comment expliquer le succès des plantes à fleurs ?
Ah oui, non, je n'ai pas parlé enfin, j'ai montré un petit peu, mais le sexe. Il n'y avait aucune histoire de sexualité dans tout ce que vous avez raconté. Bah si, puisque j'ai dit par exemple que les bégonias, quand ils faisaient le sexe, Oui, mais ils ça avaient moins de marchait chance pas, que ça quand ils marchait faisaient le pas. végétatif. Ouais, Non. C'est quand vous voyez par exemple, vous voyez cette Gesneriacée, ce Microchirita, en fait, toutes ces plantes, il est sur un truc vertical. Si, il y a une des adaptations extrêmement précises, c'est-à-dire que ces plantes qui poussent sur les milieux verticaux sans accumulation de litière font tous des minuscules graines. Et il y en a beaucoup qui ont un truc extraordinaire, c'est-à-dire que ça vous fait une petite capsule ronde de 6-7 mm, qui est tournée vers le haut, et c'est les gouttes de pluie qui éclaboussent les graines et qui permettent la colonisation autour de la plante mère. Comme quoi, si vous voulez, généralement, on vous dit que le végétatif permet à une plante de rester autour de l'endroit favorable et au sexe d'aller loin. Là, dans ce cas, c'est exactement l'inverse. Les boutures de feuilles végétatives peuvent permettre d'arriver dans des territoires nouveaux, alors que le sexe va permettre, par les minuscules graines, de coloniser tout un espace qui est autour. Donc, à côté de ça, il y a toutes les baies chopées par les petits oiseaux du sous-bois, si vous voulez, toutes les petites baies qui font 7-8 mm de diamètre. Alors, suivant les cas où c'est des minuscules graines qui vont germer sur les rochers, ou autrement, c'est des graines plus grosses, comme pour beaucoup de rubiacées, par exemple, des psychotrias, etc., qui vont, comme les oiseaux adorent se percher au bord des rivières. Très souvent, ces plantes-là, vous vous apercevez qu'il y a la quantité au bord des rivières parce que les oiseaux se perchent là et qu'ils défèquent les graines là. Donc là, si vous voulez, vous avez un principe de répartition qui est lié au sexe. Non, j'ai beaucoup travaillé sur le sexe aussi, mais c'est vrai qu'en sous-bois, c'est vrai que les stratégies de pérennité de l'individu, le sexe. Alors en plus, sexe, plus ça va, plus on s'aperçoit que quantité de plantes sont apomictiques, c'est-à-dire que c'est du faux sexe. C'est-à-dire que comment ? Apomictique. Je pense que... L'apomixie, c'est-à-dire que c'est les différents biais qu'ont les plantes pour faire ce qui ressemble à des graines, mais qui ne passe pas du tout par méiose et fécondation. C'est-à-dire parfois, quand c'est le tissu du nucelle, bon, si vous voulez, quand vous avez l'ovaire et les ovules dedans, vous avez différents tissus. Donc, suivant les cas, ça peut être tout simplement la paroi de l'ovaire, ça peut être le nucelle, ou parfois, ce qui est encore plus étonnant, le grain de pollen pénètre, il donne une stimulation, mais en fait, s'il se multiplie, c'est pas du tout grâce au stock génétique haploïde apporté par le grain de pollen, mais simplement la stimulation qui fait que différents tissus de l'ovaire ou de l'ovule peuvent se reproduire. Donc, si vous voulez, c'est toutes ces fausses sexualités que les plantes sont très très douées pour développer. Donc là, est-ce qu'on parle de reproduction végétative ou sexuée ? Je crois que les pommes, je ne connais pas très bien les plantes qu'on mange, mais je crois que les pommes pratiquent l'apomixie. Je crois qu'il n'y a aucun sexe dans les pommes. Et que la plupart des cultivars qui ont été sélectionnés depuis des centaines d'années, ou peut-être un peu plus même, je ne connais pas bien l'histoire, mais peut-être 1000 ou 2000 ans, je crois que c'est apomictique, les pommes. Les fraises, je crois que c'est pareil, ça fait que du faux sexe, je crois. Je ne veux pas être sûr sur ces plantes-là, mais je crois bien, il faudrait vérifier, je crois que c'est pas du sexe. Vous savez, de toute façon, il suffit de voir avec tous les cultivars de bananiers, la diversité des bananiers qu'il y a. Là, on est par centaines, même peut-être 2000, je crois, qui sont recensés cultivars de bananiers. Vous n'avez jamais une graine, c'est uniquement les rejets. Donc, le végétatif est capable de mutations, et de mutations qu'on peut garder. Donc, toutes les variétés de bananiers, que ce soit les bananes plantains qu'on cuit, que ce soit les bananes à fruits, etc., sont toutes issues uniquement de multiplication végétative. Donc en fait, quand on dit que la variabilité, la variation, l'évolution, blablabla, ne sont possibles que grâce au sexe, non. Regardez les plantes qu'on cultive, les bananiers, en tout cas, c'est indiscutable. Il faudrait voir pour pommiers et fraisiers, mais les bananiers, c'est indiscutable. Toutes les variétés de bananiers ne sont faites que par sélection des rejets, ce qui est également le cas pour les maniocs, etc. Enfin, donc, dire que l'évolution passe forcément par le sexe, mais ça, c'est pour nous rassurer, nous, en tant que bestioles à sang chaud, etc., etc. Enfin,
la terrible bestiole à laquelle on appartient. Et on a un raisonnement qui est lié aux mammifères, à toutes les bestioles à sang chaud, etc. Et donc, que des organismes vivent, on était ravis de voir que les plantes avaient du sexe. Ça fait plaisir à tout le monde, ça a rassuré tout le monde. Mais en fait, on s'aperçoit que l'évolution chez les plantes ne passe pas forcément par le sexe, quoi. Donc, mais je n'ai rien contre le sexe, hein, mais simplement, ça n'est pas la solution sine qua non de vie et d'évolution, quoi. Donc, Merci beaucoup, Patrick Blanc.